s'est fait remarquer par de nombreuses interventions à l'Assemblée nationale, de nombreuses propositions également, et un rapport qui a fait grand bruit en matière de cryptoactifs. Donc, nous avons vraiment l'honneur ce soir de compter sur la présence de Pierre Persson, ancien député de Paris et auteur du rapport Monnaie, Banque et Finances vers une nouvelle ère crypto. Pierre Persson, la parole est à vous. Merci Pierre. Alors, je ne sais pas si ça fait grand bruit, mais je vais essayer d'en dresser le constat ce soir avec vous. En tout cas, merci pour l'invitation. Je m'excuse par avance, je devrais filer aux alentours de 19 heures parce que j'ai une contrainte à cette heure-là. Donc, je ne sais pas si la table ronde avait l'intention de perdurer plus longtemps, mais en tout cas, veuillez m'en excuser par avance. Alors, moi, je suis rentré dans les cryptos il y a très longtemps, en 2013-2014. Et c'est quand j'ai eu la chance d'être élu que je me suis posé la question de savoir en quoi ces nouveaux objets, cette nouvelle technologie allait impacter finalement notre société. D'une part parce qu'elle était le moteur de l'innovation de demain, du web, du numérique au sens général, et aussi finalement quels allaient être les impacts pour la société dans son ensemble. Et c'est à partir de ce constat, qui était un constat quand même un pari en 2017-2018, parce qu'il n'y avait pas grand monde pour parler des cryptoactifs, on n'était qu'une poignée, et bien que j'ai commencé à travailler avec quelques collègues parlementaires, bien entendu les superviseurs et les régulateurs qui ont fait un travail extrêmement important pour comprendre quels étaient ces nouveaux objets. Et puis, le gouvernement, la PAC, à l'époque, qui a donné lieu notamment à un rapport et aussi à la mise en œuvre de la loi Pacte. Ce soir, je ne vais peut-être pas vous parler, parce que les trois intervenants précédents l'ont fait avec brio, euh, du droit positif, même si on va y revenir parce que c'est quand même extrêmement important, tant d'un point de vue de la régulation que de l'aspect fiscal, que des différentes incidences que ça peut avoir d'un point de vue financier et bancaire. Mais ce que j'aimerais parler avec vous et évoquer ce soir, sont plutôt les enjeux. Quand je me suis intéressé à la chose en 2017-2018, le sujet était dénommé crypto-monnaie. Et au cours de mes auditions à l'Assemblée nationale, beaucoup des interlocuteurs que j'ai auditionnés m'ont dit, mais vous savez, monsieur le député, ce ne sont pas des monnaies. Ces actifs représentent plutôt des actifs financiers ou des instruments qui sont sui generis, mais qui n'ont pas la valeur monétaire. Et donc, il y a toujours eu un débat en fait sur la catégorie, sur la définition même de ces objets. Alors, la loi Pacte a bien entendu qualifié ce qu'étaient les actifs numériques avec différentes notions en son sein, et ça a permis de préfigurer finalement une catégorie juridique très vaste. Mais quand on s'intéresse à ces objets, il faut bien les segmenter parce que, en effet, on ne parle pas toujours de la même chose. Et donc, dans les cryptos, dans ce qu'on appelle généralement les cryptos, il y a toutes sortes de choses. Il y a à la fois des monnaies, qui peuvent être des monnaies volatiles ou qui peuvent être des monnaies pairées à des devises traditionnelles. Donc, la monnaie fiat, comme on le dit, ce sont le cas des stablecoins qui peuvent d'ailleurs, eux, être équilibrés de différentes manières. On en a vu un exemple, malheureusement, au mois de mai où certains équilibres sont toujours expérimentaux. De l'autre côté, vous avez des instruments financiers, donc des actifs qui sont appelés security tokens et qui doivent être régulés comme des instruments financiers dans la mesure où ils apportent aussi des plus-values, mais ils ont des risques pour les investisseurs de même nature que les valeurs mobilières traditionnelles. Et puis, vous avez des catégories un peu hybrides, ce qu'on appelle les utility tokens, qui sont finalement des obligations de faire ou des services futurs qui ont été au centre notamment de l'actualité des ICO en 2017 et 2018, qui ne sont pas vraiment des instruments financiers. Parfois, ils sont limitrophes à ces instruments financiers, d'où la difficulté pour les conseils, le régulateur de les qualifier. Et ces utility tokens sont finalement des jetons qui offrent quand même la promesse d'un service futur ou une obligation de faire de l'émetteur sur le créancier dans un laps de temps déterminé. Et pour terminer, il y a cette nouvelle catégorie dont on a beaucoup parlé récemment, qui sont les NFT, qui peuvent être à la fois en fait un instrument financier, qui peut être aussi un utility token, ou qui peuvent être des droits matériels, immatériels, associés en fait à un jeton. Et d'où la difficulté aujourd'hui finalement de caractériser, de créer une définition de ce que sont les cryptos au sens général. Et donc mon propos initial, c'est de dire attention,
quand on parle des cryptos, il y a plein de cryptos. Il y a des cryptos qui n'ont pas du tout les mêmes sous-jacents, qui n'ont pas les mêmes usages. Et donc, il faut éviter de les mettre même dans cette même catégorie parce que finalement, cela peut avoir un impact dans la régulation qu'on doit associer à chacun de ces actifs. Ça, c'est plutôt pour la catégorie. Ensuite, si on devait dresser les enjeux qui incombent au sujet, je les verrais de plusieurs natures. Le premier est un enjeu financier. Et je pense que on a beaucoup évolué sur cette question et on va dire le secteur financier, le régulateur financier, l'AMF en partie en France, a bien conscience que demain, une grande partie de nos marchés, le financement de l'économie réelle, sera faite via en fait une technologie qui est la blockchain, où les actifs, qu'ils soient nativement sur la blockchain ou tokenisés parce ils avaient une forme papier, dirais-je, à la base, seront liquides grâce à des technologies de DLT, qui sont donc les technologies de registre distribué. Et ça a été tout l'objectif du règlement pilote qui a permis de créer un bac à sable permettant notamment aux institutions financières de commencer à tester, d'échanger finalement des actifs, enfin des instruments financiers, des security tokens sur la blockchain et créant ce qui me paraît être demain les nouveaux réseaux d'infrastructures d'échange finalement des titres financiers. Et il faut imaginer que demain, il n'y aura plus différentes places financières comme vous les avez aujourd'hui, que ces places seront généralisées, mondialisées, qu'elles seront ouvertes en permanence 24 heures sur 24 et qu'il sera beaucoup plus facile d'échanger ces instruments financiers. Et je pense à des actions françaises ou comme des actions, par exemple Apple sur les marchés américains. Demain, ces actifs seront beaucoup plus liquides, ce qui imposera aussi des enjeux nécessairement pour le régulateur en termes de protection des investisseurs. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui ne fait plus grand débat. La question, c'est quand est-ce que cette transition va s'opérer au niveau des acteurs de la finance traditionnelle, mais très certainement, demain, les instruments financiers seront majoritairement blockchainisés. Ensuite, vous avez tout un volet qui est plutôt bancaire et monétaire, qui, lui, pour le coup, est sujet à de grandes discussions politiques. Parfois, vous entendez le gouverneur de la Banque centrale, la Banque de France, et parfois Christine Lagarde, la Banque centrale européenne, dire qu'il n'existe pas de crypto-monnaie. Les cryptos ne peuvent pas être des monnaies. Force est de constater qu'aujourd'hui, on va dire, ce propos est battu en brèche par les faits. Il existe aujourd'hui des dérivés de monnaie fiat qui donc revêtent un nouveau support, ce qu'on appelle les stablecoins, qui sont pairés donc à une devise traditionnelle. Et ces stablecoins, eux, imposent des nouveaux enjeux, des nouvelles opportunités, mais aussi des questions qui sont extrêmement profondes sur la souveraineté monétaire, qui l'émet, etc. Et sur ce sujet, je pense que beaucoup travaillé à essayer de comprendre quels étaient finalement les différents enjeux liés au stablecoin et à l'impact monétaire que pouvaient avoir ces nouveaux objets, dans la mesure où vous avez deux grands axes. La première est la question finalement de l'émetteur. Est-ce que c'est un émetteur privé ou est-ce que c'est un émetteur public? En ce sens, vous avez tous entendu parler donc du cas de Libra devenu Diem, qui était la volonté de Facebook et d'un consortium dérivé d'autres acteurs d'émettre finalement sa propre monnaie. Et ça, le régulateur, notamment américain, s'en est tout de suite saisi, disant qu'il était hors de question qu'aujourd'hui, un consortium émette une devise sur un panier de devises, donc corrélé à un autre panier de devises, alors même que la puissance du consortium réunissant des Amazon, Facebook, Uber et autres aurait pu être extrêmement importante. Donc, il y a des enjeux aujourd'hui dans le débat sur ces questions-là, de savoir qui doit être émetteur de la monnaie. De l'autre côté, vous avez un autre enjeu qui est plutôt entre monnaie en tant que telle, où il y a un combat âpre qui se joue aujourd'hui entre les puissances monétaires, à savoir entre notamment le dollar, le yuan et l'euro, avec un dollar qui continue à finalement se diffuser et à gagner en superficie, en hégémonie, notamment dans des territoires où les devises nationales sont extrêmement faibles. Et les Américains sont très contents de voir leur dollar être répandu à travers le monde, notamment en Argentine, au Brésil, dans des pays où la dévaluation de leur monnaie, la forte inflation a des incidences importantes pour leurs citoyens et où l'usage d'autres devises est extrêmement régulé. Et ces stablecoins permettent
notamment au dollar de continuer à s'imposer. Un exemple, discuté avec le banquier central de la Banque centrale ukrainienne il n'y a pas si longtemps que ça, et lui-même me disait que maintenant, depuis la guerre, alors pas simplement que depuis la guerre, mais ça a été accentué par la guerre, de 95% des transactions qui sont effectuées sortantes et entrantes de l'Ukraine vers notamment des pays tiers, la Turquie pour le commerce international, sont faits en ce qu'on appelle les USDT, qui sont en fait un stablecoin américain. Et ce stablecoin américain a des incidences notamment sur la capacité que l'État ukrainien aurait de défendre sa propre monnaie. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont parfois complexes, qui nécessitent d'avoir des positions qui sont des positions mesurées et qui ils doivent être mises en lumière dans la mesure où derrière cette question monétaire se cachent quand même des enjeux de souveraineté extrêmement importants qui ne sont pas simplement que des enjeux entre personnes publiques et personnes privées. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le yuan numérique, le yuan digital de banque centrale se développe depuis 2019. Il est en expérimentation depuis 2020 il va continuer à être massivement utilisé par les citoyens chinois, notamment parce qu'il favorise la possibilité pour l'État chinois de superviser les transactions de ses citoyens. Et demain, il ne sera plus simplement un moyen finalement de contrôle interne, mais surtout un moyen aussi d'avoir une monnaie concurrente en termes de force au dollar, avec la possibilité dans une zone géographique, notamment d'Asie de l'Est ou de l'Asie de l'Ouest, de commercer avec une devise qui est extrêmement forte. Et donc, on voit bien que entre le dollar qui se répand par des acteurs privés, le yuan qui se répand par la Banque centrale chinoise, l'Europe doit trouver un entre-deux dans la défense même de sa souveraineté monétaire. Et en ce sens, elle doit assez rapidement choisir la ligne politique qu'elle doit mener, notamment sur la question des CBDC et des banques centrales. Et donc, le sujet des CBDC est crucial dans la mesure où il impose un débat politique extrêmement important sur la nature de la monnaie, le paradigme d'émission monétaire, à savoir qu'aujourd'hui, la monnaie est essentiellement émise directement par les banques commerciales, bien entendu maîtrisées par les ratios de la Banque centrale, mais la monnaie est essentiellement une monnaie privée. La seule créance que vous avez sur la Banque centrale, c'est le billet de banque. Et en l'occurrence, comme vous le savez, c'est un moyen qui est de moins en moins utilisé par nos concitoyens européens. Et donc, l'enjeu des monnaies digitales de banque centrale tend à savoir si elles sont centralisées, décentralisées, si elles sont anonymes, pseudonymes ou si elles sont totalement contrôlées par un État. Par la Banque centrale elle-même, ceci doit donner lieu finalement à un débat qui est politique où les Européens devront être amenés à se prononcer sur la nature de leur monnaie et comment aujourd'hui ce nouveau support monétaire existera demain dans la mesure où il peut avoir des incidences extrêmement importantes, comme nous pouvons le voir en Chine, sur les libertés notamment individuelles. Donc, le débat monétaire autour des cryptos n'a pas fini finalement de faire couler de l'encre et des débats parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est au cœur parfois même des contradictions entre politique et banquiers centraux, où on peine encore à avoir une véritable stratégie sur la définition de ces nouveaux outils. Le troisième point, c'est le web de demain et c'est la capacité finalement que ces outils auront à réinventer la décentralisation du monde de demain, au-delà même simplement du web. Les NFT, mais plus généralement la blockchain associée aux cryptos, permettront d'avoir des nouveaux acteurs qui sont des acteurs décentralisés, qui ouvrent de nouveaux enjeux, notamment pour le régulateur. Dans mon rapport, j'ai beaucoup esquissé ces problématiques qui demain, rendront la supervision de ces acteurs beaucoup plus complexes. On parlait tout à l'heure de FTX, qui est un vrai scandale dans la mesure où ces acteurs sont centralisés. Ils devraient respecter, à minima, bien entendu, des ratios prudentiels, le séquestre des dépôts des clients et donc une politique d'investissement qui soit extrêmement claire et maîtrisée avec un audit. Ça paraît très normal. Le point que j'évoque est plutôt un point où, face à l'émergence d'une nouvelle finance, une finance décentralisée, où les acteurs financiers seront simplement en fait des contrats automatiques qui parfois n'auront aucune prise, c'est-à-dire le régulateur n'aura aucune prise sur ces derniers et qui ne sont inarrêtables dans la mesure où ils existent dès lors qu'il y a une rencontre de volonté sur Internet. Eh bien, il va falloir que nous réfléchissions
à comment protéger nos concitoyens. Et en ce sens, je voyais une question sur les smart contracts. Et oui, les smart contracts sont un modèle contractuel dans la mesure où il y a dans le code plutôt une logique de contrat d'adhésion où lorsque vous créez un smart contract, il y a l'exécution automatique en fait, de clauses qui peuvent être des clauses contractuelles et qui sont imprimées dans le code. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas aisé pour le néophyte de lire un smart contract dans la mesure où c'est du code et que donc la réalité, la facialité d'un point de vue contractuel et de ce qui est promis je sais pas moi, sur un site internet et ce qui est véritablement codé dans le code peut être extrêmement différente. Et donc, il y a un enjeu de protection du consommateur avec des nouvelles compétences à développer, notamment au sein des autorités de supervision qui seront nécessaires demain pour s'assurer que l'épargnant, que l'investisseur a bien les bons droits, que son information est respectée et que derrière le code se cache véritablement la promesse contractuelle qui a été faite. Pour terminer peut-être sur les entités décentralisées, qui était mon propos introductif dans cette sous-catégorie, vous dire que face à ça, la régulation devra nécessairement évoluer parce qu'elle ne pourra plus s'appliquer telle qu'elle s'applique aujourd'hui aux acteurs centralisés de la finance traditionnelle. Nous avons un monde qui est logiquement aujourd'hui structuré autour d'un contrôle d'entités centralisées, car ce sont les nœuds aujourd'hui des transmissions à la fois monétaires, mais aussi de l'émission de titres financiers. Demain, si ces entités, pour ou partie, sont des entités totalement décentralisées, il sera difficile en fait de s'assurer qu'il y a un responsable identifié derrière ces entités. Et l'enjeu pour l'État, pour le législateur et in fine aussi pour le régulateur, c'est de trouver un cadre qui permette de protéger l'intérêt général, de s'assurer que derrière l'utilisation de ces contrats automatiques qui pourront demain être de services bancaires, de prêts, d'emprunts, ou bien d'échanges de cryptoactifs comme vous pourriez le faire sur une plateforme centralisée, eh bien, le dispositif qui est fait est protecteur à la fois des investisseurs, mais garantit un cadre LCBFT, donc de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est acceptable pour l'État. Et en ce sens, il va falloir qu'ensemble, au-delà simplement de la réglementation MiCA, mais avec les juristes et aussi les experts de cette technologie, nous puissions créer un cadre, des lignes directrices qui permettent eh bien, d'atterrir sur un ensemble qui soit protecteur, qui soit bien entendu pas moins disant de qui existe aujourd'hui dans la sphère financière. On en voit bien la nécessité ces derniers jours, mais un cadre qui s'adapte pleinement à ces nouveaux enjeux et à ces nouveaux objets qui ne peuvent malheureusement pas être régulés de la même façon que les acteurs centralisés, bancaires, financiers traditionnels. Donc ça, c'est un enjeu important. Je pense que nous avons en France des régulateurs qui sont à la pointe, il faut le dire. Moi, j'ai essayé de voter plusieurs fois des amendements pour améliorer leur dotation budgétaire et je pense que c'est toujours un enjeu. Ils ont besoin de plus de monde, de gens de qualité qui se forment sur des secteurs qui sont des secteurs qui ne sont pas les secteurs habituels aujourd'hui de la finance. On a une finance qui est devenue très algorithmique, mathématique dans les années 90-2000. Aujourd'hui, elle est en train de se composer essentiellement de gens qui maîtrisent le code, de quant et de développeurs. Et donc, il faut que nos autorités de régulation elles soient armées des mêmes moyens et qu'au sein de nos services de l'État, nous n'ayons pas simplement que la gendarmerie, l'intérieur ou l'ANSSI qui soient en capacité finalement d'auditer et de sécuriser les systèmes. Il faudra donner les moyens à nos régulateurs demain de pouvoir avoir les capacités d'entrer dans le cœur de la machine technologique parce que ça fera partie de leur mission de supervision. Mais reste à constater qu'il est vrai que la France a été très à la pointe d'un point de vue de la supervision. Une petite inquiétude néanmoins sur le volet européen. Parfois, à regret, je vois des prises d'expression, notamment de certains politiques qui manquent largement de vision, sans vouloir donner de nom, qui ne comprennent que peu finalement comment fonctionne ce sujet, la technologie, et qui parfois basculent dans des amalgames, considérant qu'aujourd'hui, par exemple, la faillite de FTX, qui aurait dû être contrôlée normalement par la SEC, même si les Américains peinent à trouver un cadre légal novateur, en tout cas sur la question en termes de régulation,
aurait dû tout à fait y advenir. C'est pas simplement le fait qu'aujourd'hui, ils étaient aux Bahamas pour que, en gros, les investisseurs n'auraient pas dû être protégés. Je pense il y a un enjeu. Et tout comme on l'a vu dans certains secteurs qui sont extrêmement concurrentiels, l'enjeu aussi, c'est de ne pas mettre énormément de règles qui sont extrêmement contraignantes parce qu'on sait bien que si nous ne réagissons pas en termes de régulation comme un acteur, enfin, comme un secteur qui est très concurrentiel d'un point de vue de la norme, eh bien, nous serons dépassés parce que l'Internet est mondial et qu'un citoyen français qui veut aller consommer sur une plateforme, malheureusement, qui est au BVI, donc dans les îles Vierges britanniques, qui est aux Bahamas, dans les îles Caïmans, qui elles ne bénéficient d'aucune forme de régulation, il pourra toujours le faire. Et on le voit sur d'autres secteurs. Et malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé quand même dans le cadre de FTX. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne crois pas qu'ils aient encore obtenu leur PSAN en France. Et pour autant, ils sont accessibles à des citoyens français parce que c'est la logique d'Internet. Donc, il faut être bien entendu mieux-disant. Il faut savoir avoir des règles qui soient les règles les plus efficaces possibles, mais qui soient prises dans un cadre où aujourd'hui, on est dans un monde totalement mondialisé. Et la finance, Internet n'y réchappera pas. Il faut donc faire preuve de souplesse et d'expertise en droit comparé pour pouvoir admettre que certains cadres sont applicables et d'autres moins. Voilà, je vous remercie en tout cas pour le temps consacré à m'écouter. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre. Hâte de pouvoir rebondir sur certaines choses que vous avez précisées. Donc, pour ce faire, on va pouvoir lancer officiellement la table ronde, donc qui est présidée par Tristan Girard-Guémard, qui est enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon et qui est avocat associé au sein du cabinet Bruzo-Dubuc. Donc, on peut peut-être effectivement commencer par les questions qui sont adressées plutôt à Pierre Persson, puisqu'il devra nous quitter un peu avant, ce qui permettra d'avoir des réponses notamment aux questions si vous en avez. Donc voilà, n'hésitez pas à en adresser dans le chat et on va donc pouvoir parallèlement lancer la table ronde avec Tristan notamment. Merci Pierre. Quelques mots peut-être pour lancer la discussion et pour peut-être susciter des questions dans le chat notamment. Merci beaucoup Pierre d'avoir rendu possible, merci à tous les Pierres ici présents d'avoir rendu possible ce bel événement. J'ai beaucoup appris en vous écoutant. Et finalement, je trouve que finalement, pour synthétiser, alors même si je ne suis pas chargé de faire les propos conclusifs, s'il fallait finalement synthétiser les propos qui ont été tenus, je considère qu'il s'est agi cet après-midi, en cette fin de journée, de savoir si l'on était en mesure de passer de la défiance à la confiance, et finalement quelles étaient les conditions de ce passage vers la confiance. Alors, bon, ce passage, il se fait souvent au terme d'une crise, donc c'est souvent dans la stupeur, dans l'échec, dans la déception, et le scandale FTX a été évidemment de nombreuses fois évoqué cet après-midi. Mais il émerge toujours quelque chose d'une crise et je crois que les interventions des uns et des autres en ont été, je dirais, le révélateur. Et finalement, pour inspirer la confiance, je dirais, eh bien, on n'a pas 36 solutions en droit. Inspirer la confiance, c'est d'abord définir ce qui doit être régulé, parce que définir une notion, c'est lui assortir un régime juridique. C'est le cas des actifs numériques qui sont définis par le Code monétaire et financier et dont les plus-values sont imposables. Céline Moelle l'a rappelé, Clément Sodo également. Mais il y a de grands absents finalement. À l'heure actuelle, c'est le cas des NFT, qui sont un peu définis par le règlement MICA, mais qui sont tout de suite refoulés. En droit français, pour l'instant, rien d'un début de commencement de définition des NFT. Pierre Morisot et Céline Moelle l'ont encore rappelé. Donc réguler, et donc susciter la confiance, c'est d'abord définir, et c'est ensuite promouvoir une certaine forme de transparence fiscale, effectivement, et Waltio en est finalement l'instrument, j'allais dire, de cette transparence fiscale, fait partie des legal tech qui rendent possible la transparence financière également. On en a beaucoup parlé, c'est la question de la communication d'informations sur les marchés, notamment dans un cadre
précontractuels. Dans le cadre des ICO, Clément Sodo l'a rappelé, c'est l'exemple du KYC également, qui a été évoqué par chacun. Et transparence technique aussi, que je trouve très intéressante, c'est la question qu'a posée Pierre Persson, la question notamment de l'audit institutionnalisé des smart contracts. Finalement, c'est un audit technique, une transparence technique qui peut-être demain fera l'objet d'une régulation. Et puis, dernier pilier, j'allais dire, de cette confiance que chacun appelle de ses voeux, eh bien, c'est, j'allais dire, la régulation des acteurs. La régulation des acteurs, et c'est ici probablement que le droit est le plus lacunaire, en tout cas qu'il faut continuer à travailler. Pierre Persson nous l'a rappelé en toute fin d'intervention. Et alors bien sûr, le droit positif emprunte déjà beaucoup à la régulation bancaire et financière. C'est le cas bien sûr à propos du statut PSAN, dont les similitudes avec le statut d'établissement de crédit ne se comptent plus, hein, l'enregistrement, l'assurance obligatoire, la sécurité informatique, le traitement des conflits d'intérêts. Clément Sodo nous l'a rappelé. Mais il reste bien sûr des tâches à accomplir, avec la question notamment de toutes les obligations qu'on impose traditionnellement aux établissements de crédit. Je pense par exemple à la question des ratios de solvabilité, Pierre Persson les a évoqués notamment, les ratios de solvabilité qui sont finalement des ratios qui garantissent dans une certaine mesure la possibilité pour les épargnants, donc pour les investisseurs aussi, de voir leurs fonds restitués. Pour l'instant, note quand même certaines lacunes dans ce domaine. Et donc, alors c'est évidemment la réglementation relative au délit d'initié, mais là, le règlement MICA, Clément Sodo nous l'a montré, est sur le point de franchir une première étape. Mais finalement, la première question que j'aimerais poser, pourquoi pas à Pierre Persson et ou à Clément Sodo, voire à l'ensemble de l'assistance, pour lancer la discussion, est-ce que les plateformes d'échange de cryptoactifs, ne sont pas amenées, alors non pas tant, j'allais dire, à prendre place dans un univers, j'allais dire, atomisé et décentralisé pleinement. Est-ce que les plateformes d'échange ne sont pas amenées finalement à jouer le rôle finalement des plateformes numériques que l'on connaît actuellement? Par exemple, est-ce que finalement on n'est pas à l'aube d'une réglementation générale des plateformes d'échange d'actifs numériques qui s'inspire, alors non seulement du droit bancaire et financier, mais du droit du numérique? Par exemple, est-ce qu'on pourrait admettre demain qu'une plateforme d'échange ait tout un tas d'obligations de réaction, par exemple, devoir de vigilance, par exemple, lorsqu'un contenu illicite est mis en ligne et proposé à la vente? Je pense par exemple au NFT qu'on a évoqué, un NFT contrefaisant. Est-ce qu'une plateforme a une sorte de devoir de vigilance sur l'illicéité du contenu qu'elle propose? Est-ce que la plateforme d'échange a un devoir d'information du fisc, par exemple? Est-ce qu'on pourrait admettre qu'une plateforme joue pleinement ce rôle de transparence fiscale et communique des informations à première demande à l'administration fiscale? Bref, est-ce que finalement les plateformes du numérique ne sont pas un modèle en termes de réglementation pour les plateformes d'échange d'actifs numériques? Je laisse chacun. Clément, vous souhaitez commencer? Je peux, oui, je peux. Je pense que merci Tristan, c'est en effet une question intéressante. Alors, moi, je vais parler avec ma casquette, hein, qui est casquette d'autorité des marchés financiers. Donc, j'aurais plutôt tendance à considérer que votre angle est intéressant, mais d'une part, commencer par dire que c'est pas l'angle sur lequel je suis le plus compétent. Donc, j'aurais du mal à avoir un point de vue très pertinent là-dessus. Mais de prime abord, c'est vrai que vous avez raison, la réglementation MiCA, elle a un angle et qui est celui de la régulation de l'activité service sur actifs numériques sous un angle qui est assez proche finalement des services financiers. Hein. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de la logique qui était celle de la loi PAC déjà, hein, d'une réglementation
par service, avec des exigences prudentielles, des exigences de protection des clients, des exigences en matière d'information des clients. Et ça, c'est vrai que, alors, nous, pour l'angle qui nous intéresse, parce que dans l'émission de l'autorité des marchés financiers, il y a la protection des épargnants. Et donc, sous cet angle-là, je pense on trouve que cette réglementation va dans un très bon sens, hein. Et ça, c'est vrai que encore une fois, les acteurs, je pense, le pensent maintenant, et puis les événements récents nous le démontrent. Néanmoins, vous avez raison, je pense que c'est sans doute pas toute la réglementation enfin, toutes les questions qui se posent à ce type de plateforme. Et d'ailleurs, s'il y a un angle qui est un peu nouveau dans MiCA, c'est tout l'angle par rapport à la réglementation qu'on connaît, cybersécurité, c'est-à-dire l'idée de dire on doit pouvoir analyser et démontrer qu'on a les systèmes qui permettent, qu'on comprend là, qu'on a des plans de continuité, qu'on a des moyens d'évaluer la sécurité. On doit démontrer aux régulateurs qu'on sait le faire. Ce qui pose aussi d'ailleurs, en passant, des challenges pour le régulateur lui-même, c'est-à-dire que l'autorité des marchés financiers, dans le cadre de l'agrément optionnel Pacte et de MiCA, comme le disait Pierre Persson d'ailleurs, hein, doit s'armer dans ces domaines-là, c'est-à-dire que c'est des domaines nouveaux. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait les questions que vous soulevez. Je pense que vous avez sans doute raison, ça ne purge pas la question de est-ce qu'il y a d'autres angles à aborder. On le voit déjà avec les PSAN existants qui sont enregistrés, c'est-à-dire que on a d'autres réglementations qui peuvent s'appliquer concomitamment à la réglementation Pacte, hein. Il y a des dispositions dans le code de la consommation. On a un droit des contrats aussi qui, pour les acteurs français, va venir se surimposer. Et puis évidemment, c'est souvent des plateformes numériques, hein, les acteurs. On peut avoir des acteurs, des comptoirs physiques, mais ça n'existe pratiquement pas. Donc, c'est souvent des acteurs du numérique. Et donc, vous avez raison, je pense que la réglementation numérique, elle a vocation déjà en partie à recouper les questions RGPD et les questions sur d'autres angles, qui ne sont pas les angles qu'on regarde. Mais vous avez raison, sans doute que cette réglementation-là n'appréhende pas la totalité des questions qui se posent sur ce type d'acteurs. Pour rebondir, je pense qu'en effet, dans la continuité, il y aura d'autres textes qui interviendront. Il y a déjà un volet numéro 2 de MiCA qui a été avancé. Il y a des textes qui sont encore en réflexion, notamment sur tout ce qui est volet finances décentralisées, ce qu'on appelle la DeFi. Donc demain, il y aura des textes supplémentaires qui viendront combler certains trous qui sont logiques parce que, à vrai dire, le temps de l'innovation est toujours un temps qui est beaucoup plus rapide que le temps du législateur. Et je pense que c'est même une bonne chose, car une mauvaise régulation une mauvaise loi et une mauvaise application de cette régulation a beaucoup d'impact finalement sur l'innovation. Et donc, quand on est régulateur, la loi ne se change pas, quand on est législateur, pardon, la loi ne se change pas facilement. Et donc, il faut y aller avec parcimonie, d'où la nécessité que nous avons attendue aussi de voir cette technologie mûrir pour pouvoir créer des catégories juridiques qui soient beaucoup plus en phase avec ces objets technologiques. Parce que si nous avions créé des catégories trop restrictives en 2018, il aurait été difficile finalement de pouvoir être efficace dans la régulation en 2020-2021. Ensuite, les acteurs sont déjà, grâce à ce que fait la CPR en termes de LCBFT et donc à cette logique, bien entendu, d'enregistrement et d'agrément, même s'il est moins utilisé, fait déjà tous les contrôles et diligences nécessaires avec l'obligation aujourd'hui d'application des mécanismes de compliance et de ce qu'on appelle KYC, c'est-à-dire la connaissance des clients. En outre, au-delà de ça, je pense que je ne trahirais pas de secret si je disais que le fisc français est déjà en lien avec les plateformes, notamment françaises. Après, la vraie question, c'est que, et là, pour rebondir plutôt dans votre question au sens général, qu'est-ce qui créerait la confiance? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une régulation qui est efficace et qui est réellement protectrice des utilisateurs. Et c'est difficile dans un monde qui est systémique. On l'a vu
encore ces derniers jours, des acteurs français qui sont touchés par la crise d'acteurs qui sont pour le coup outre-Atlantique et qui n'étaient pas directement eux-mêmes liés finalement à la première vague de crise. Et donc, en fait, on est venu maintenant en 2018-2019, à partir de 2020-2021, dans un monde qui est totalement systémique, où, comme dans la finance traditionnelle, l'échec d'un gros, la faillite d'un gros peut induire des conséquences catastrophiques en termes de contrepartie pour un acteur qui serait un acteur régulé en France. Et ça va être un des enjeux, parce qu'on ne peut pas fermer le marché européen, on ne peut pas considérer simplement qu'on va avoir un marché fermé, on devra traiter avec d'autres acteurs. Et donc, ça risque de créer à terme quand même des problématiques qui sont des problématiques systémiques d'ensemble, au sens où tout le monde est lié. D'où le fait de plaider pour une régulation qui soit une régulation mondiale et qui soit harmonisée sans de gros trous dans la raquette. De l'autre côté, au-delà de la régulation, il faut que les acteurs en tant que tels soient beaucoup plus responsables. Je pense que dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on appelle la CeFi, c'est-à-dire la finance crypto centralisée, ces acteurs qui ont été Celsius, FTX ou d'autres, on ne peut pas considérer que ce soit des modèles responsables qui font la promotion d'une finance nouvelle. Au contraire, on a même plutôt tendance à voir parfois certains comportements qui ressemblent peu ou prou à une finance traditionnelle non régulée, comme on a pu le voir dans certaines crises, notamment en 2008. Où on avait laissé faire des acteurs qui avaient créé des produits risqués, avec des risques de contrepartie à travers le monde. Donc, il va falloir travailler à ça. Et je pense que là, il en va de la responsabilité des acteurs. On ne peut pas défendre sur les réseaux sociaux tous les jours en disant qu'on crée une nouvelle finance et en fait être moins disant que la finance traditionnelle. Je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Dans ce cas-là, on dupe la communauté et finalement l'investisseur à la fin. Donc, il y a un enjeu, je pense qu'il doit être à la fois d'ordre public, régulateur, législateur. Et puis après, il y a un enjeu qui est aussi la nécessaire régulation des pairs. Je crois, en tant que libéral, à ce qu'il y ait une juste mesure dans les deux. Et la responsabilité, elle est partagée. Elle n'est pas simplement partagée au niveau des instances publiques ou de supervision. J'ai une autre question pour vous, Pierre Persson, justement, s'agissant de cette confiance qu'il faut effectivement inspirer. Et qui ne viendra pas, à mon avis, de la régulation, mais plutôt de la pédagogie dont pourront faire preuve certains acteurs, et notamment les banques centrales, s'agissant de la monnaie numérique de banque centrale que vous avez évoquée, où finalement, j'allais dire, tous les risques commencent à être connus, enfin certains risques commencent à être connus, notamment en termes démocratiques. Vous les mettez en évidence dans le rapport qui a été cité, que vous avez brillamment rédigé. Les risques démocratiques en termes de crédit social, avec la possibilité de désactiver potentiellement le jeton représentatif de la monnaie numérique, la question de la violation du secret bancaire, puisque la traçabilité absolue des transactions est rendue possible par ce type d'instrument monétaire, la question fiscale, avoir une monnaie numérique de banque centrale tue l'une des composantes du consentement à l'impôt, qui est la possibilité de faire la grève du paiement de l'impôt, puisque précisément la monnaie numérique de banque centrale peut être prélevée et collectée directement en un trait de temps par une opération technique. Donc, alors, est-ce que ces risques sont des fantasmes, ou est-ce que finalement l'Occident principalement, parce que l'exemple de la Chine a été cité, mais j'allais dire c'est le contre-exemple, c'est le contre-modèle, j'allais dire, en termes démocratiques. Est-ce que ces risques sont des fantasmes, ou est-ce qu'il faut y être attentif, et comment va-t-on finalement faire accepter, comment va-t-on inspirer la confiance des Occidentaux dans l'instauration de ces monnaies numériques de banque centrale? Je me permets d'intervenir également aussi, Tristan, parce que le sujet m'intéresse beaucoup avec Pierre. On va faire très vite parce que je sais que vous devez y aller. On parle beaucoup de la Chine, effectivement, qui pourrait être la version exacerbée avec le contrôle, le crédit social. On a l'inverse, on a le Salvador avec son président Nayib Bukele, qui lui, justement, voulait plutôt préserver les libertés, la souveraineté du Salvador, avec l'officialisation du Bitcoin. Et moi, en complément de la question posée par Tristan, je voulais savoir pourquoi favoriser plutôt
l'euro numérique, pardon, plutôt que les cryptos privés qui seraient adossés donc à l'euro. Pourquoi vraiment favoriser les monnaies étatiques au format numérique plutôt que les acteurs privés avec des monnaies adossées à des monnaies étatiques? Mhm. Bah, déjà, d'une part, la monnaie étatique, la souveraineté monétaire d'un État, c'est une de ses principales armes, hein. Dans l'économie moderne, l'État bat la monnaie. Donc, il y a des exceptions et puis il y a des monnaies qui sont plus ou moins fortes les unes que les autres, hein. Il ne faut pas se leurrer. Les Américains sont extrêmement puissants aussi grâce au dollar. Ils le sont depuis longtemps. Et la désindexation pardon, du dollar a une conséquence importante, notamment pour eux favorablement, pour d'autres un peu moins. Moi, je reviendrai juste sur une chose, c'est que la monnaie, on serait souvent la définit par les trois caractéristiques d'Aristote, unité de compte, refuge, etc. Moi, je pense que de la monnaie, c'est de la confiance. Et donc, le risque, c'est que derrière une monnaie, quelle qu'elle soit étatique ou autre, il n'y ait pas cette confiance nécessaire dans son utilisation, non pas dans sa capacité à garder la valeur, ce qui est quand même d'ailleurs aujourd'hui assez remis en cause par la dévaluation indirecte de l'euro du fait de l'inflation, mais qui touche aujourd'hui principalement les monnaies principales. D'autres faits, le véritable sujet, c'est le nouveau support qui derrière pourrait être l'euro. Et ces CBDC, s'ils ne sont pas définis, s'ils ne sont pas débattus d'un point de vue politique, il y a indirectement un enjeu en termes d'acceptation et d'utilisation. On pourrait tout à fait avoir un euro digital qui, parce que nos concitoyens n'ont pas confiance dans ces modalités techniques, ne seraient pas utilisées. Voilà. Et donc, il aurait beau être euro, le nouveau support ne serait absolument pas utilisé par nos concitoyens. Donc, la confiance, c'est extrêmement important. Et de la confiance, il faut de la clarté dans les choix politiques. En ce sens, parfois, je peux paraître un peu radical, mais je pense que ce n'est pas à la Banque centrale de savoir quel est finalement le nouveau support de l'euro. C'est aux citoyens européens, c'est aux États membres, d'un point de vue démocratique, de choisir finalement comment est-ce qu'on envisage le nouveau paradigme d'émission monétaire. Nos instances de supervision monétaire doivent être plus démocratiques. Et on a imaginé cette indépendance des banques centrales dans des logiques économiques globales qui parfois, moi, me paraissent choquantes dans la mesure où il y a des choix qui sont intimement politiques. Et vous disiez ne pas vouloir comparer, bien entendu, l'Europe et la Chine, très clairement. Mais parfois, par simplicité, malheureusement, on a tendance à accroître les supervisions sur les transactions. Il faut regarder ce qui était le cas des années 60 à maintenant, les contraintes LCBFT, etc. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais pour une minorité d'infractions, notamment dans l'ordre bancaire, aujourd'hui, la moindre transaction est extrêmement fliquée. Donc, il y a un enjeu de trouver quand même une relative demi-mesure, un point d'équilibre entre le fait que il y a derrière ça quand même la détention de tout ça chacun de sa propre monnaie, de la propriété privée. De l'autre côté, il y a la nécessité pour l'État à la fois de battre monnaie parce que c'est sa prérogative et moi, je ne souhaiterais pas, en tout cas, être dans un monde où cette monnaie est émise par des acteurs hégémoniques privés qui sont hors de contrôle de l'intérêt public, ou en tout cas démocratique. C'est mon point de vue. Après, ça peut être débattu d'un point de vue politique. Donc, il faut trouver un entre-deux. Mais vraiment, dans les choix qui vont être opérés dans les années à venir, notamment sur la monnaie digitale de banque centrale, sur la façon dont elle est émise, comment elle est, comment dirais-je, technologiquement conçue, il y a des enjeux politiques qui sont extrêmement importants pour notamment la capacité que notre euro aura à se défendre face à d'autres monnaies qui sont des monnaies telles que le dollar ou le yuan qu'on a cité, seront omniprésentes sur le marché monétaire international. Voilà, je suis désolé vraiment de devoir Merci filer. En tout cas, ça a été un plaisir de participer à cette conférence. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et puis à très vite. Un grand merci pour votre présence ce soir. Pendant que vous partez, donc, je me permets de vous citer aussi. Vous aviez dit il y a quelque temps, tout comme l'euro a été le fruit d'une volonté politique, l'euro digital doit être avant tout un outil validé démocratiquement. Ce choix n'appartient qu'aux citoyens et aux élus qui les représentent. Pour ce faire, ces derniers doivent savoir en appréhender les enjeux. C'était notamment un des objectifs de cette conférence, Allez, mieux dit que moi. d'éveiller en partie les consciences. Donc, merci pour tout et à très bientôt. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Au revoir.
Donc, on va pouvoir continuer toujours avec Tristan et les autres intervenants pour des questions un peu plus techniques, un peu plus juridiques. Donc, Tristan, je vous redonne la main. Écoutez, de mon côté, j'ai un peu épuisé mon stock de questions, donc j'ouvre peut-être la discussion à l'ensemble de l'assistance, soit par chat, soit par prise de parole spontanée. Je pense que ce sera le mieux. Alors, on a effectivement quelques questions. Je vais en lire une. Alors, ces questions, elles s'adressent à tout le monde, hein. Comment les techniques de l'intelligence artificielle facilitent l'action des détenteurs des cryptoactifs? Ces derniers, qui sont dans la plupart des cas porteurs de grands risques et permettent à leurs acteurs d'échapper au paiement de l'impôt. Pardon, parce que c'est écrit en petit. Vous avez peut-être lu la question. Voilà, comment les techniques de l'intelligence artificielle facilitent les actions des détenteurs de cryptoactifs. On a aussi une autre question. Peut-on encore aujourd'hui parler de souveraineté monétaire étatique? Question relativement intéressante qui dépasse grandement le cadre de la conférence, mais qui est très intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez appréhender les différentes pistes qui ont été proposées. On a parlé aussi tout à l'heure de smart contracts dans les questions du chat. Je peux m'essayer sur la première question qui est pas forcément très clairement formulée, mais quelles sont aujourd'hui les techniques qui sont utilisées pour fuiter ou essayer d'éviter l'impôt, que ce soit via l'intelligence artificielle? Bon, il y a très souvent, on a beaucoup parlé de tornado cash, donc ce qu'on appelle des mixeurs, c'est-à-dire on met plusieurs coins dans un mixeur qui en fait après va cacher l'origine des jetons et donc permet d'une certaine façon d'anonymiser, donc au lieu de pseudonymiser les transactions. Il faut savoir que de plus en plus de gouvernements s'équipent d'outils de traçabilité de transactions, et je pense que tout à l'heure qu'on parlait, et Pierre Perso en parlait un peu de la nécessité des États de s'outiller. Un des grands éléments, c'est d'avoir accès à ces outils qui eux-mêmes mappent l'intégralité des transactions on-chain et donc sont capables d'identifier la proximité donc d'un wallet, donc d'un portefeuille d'actifs numériques, sa proximité avec des activités catégorisées, identifiées comme du crime financier. Ça peut être du blanchiment d'argent, ça peut être du financement de terrorisme, ça peut être ou d'autres activités ou des très forts retraits de fonds en cash. Donc, en tout cas, je crois, de plus en plus d'États s'équipent d'outils de lutte contre le crime financier. Après, assez rapidement vient l'enjeu de la fraude fiscale. En tout cas, voilà pour ce qui est de ces outils. Ouais, ce que je peux vous rajouter, c'est qu'effectivement, je rejoins Pierre Morizot sur tous ces sujets. Il y a même, on voit intervenir notamment le parquet général, etc. Il y a de plus en plus d'acteurs en fait, du côté judiciaire qui travaillent en parfaite harmonie avec les enquêteurs sur justement le tracking des cryptos et d'éventuels, on va dire, vols liés à cela. Mais ce qui est intéressant de noter, on parle en même temps effectivement d'outils, hein, donc ce sont des outils technologiques, ce sont des moyens humains aussi qu'il faut mettre à disposition de l'ensemble des régulateurs et des administrations. Et on voit l'enjeu, c'est sans revenir encore une fois sur ce qui se passe, mais je crois que c'est important de le noter, sur le crash du FTX, il faut quand même à un moment se rendre compte que le but même de la techno-blockchain, hein, il y a 10 ans, c'était l'absence de régulation, mais surtout l'absence d'autorité de contrôle et d'encadrement. Et on sait que bon nombre également de personnes aujourd'hui investissent, alors pour une volonté de gain financier, mais parce qu'aussi il y a cet attrait très social lié à la naissance même de l'actif numérique, qui est finalement il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de contrôle, c'est anti-institution. Et pour autant, le premier réflexe de ces gens qui peuvent malheureusement avoir vécu le crash de FTX, c'est justement de chercher des institutions, des administrations et des régulateurs à même de les accompagner. Donc on voit d'un point de vue
mécanisme humain, à quel point c'est intéressant, puisque autour de cette table, j'imagine qu'il y a beaucoup de juristes ou en tout cas de gens qui comprennent les enjeux de la régulation. Mais pour autant, certains des investisseurs sont là soit pour faire un gain financier, soit aussi parce qu'il y a cette notion sociologique liée aux actifs numériques et à la technologie blockchain. Et on voit bien là, malheureusement, les personnes qui ont perdu de l'argent, leur premier réflexe, et pourtant d'aller chercher ce cadre institutionnel, régularisé, de savoir comment aller porter plainte, de comment se faire accompagner, de savoir si un acteur institutionnel va être désigné, à savoir, en cas de faillite, bien évidemment, la désignation des mandataires et des administrateurs. Donc, on voit quand même qu'il y a cette nuance à apporter sur à la fois la souveraineté et l'absence, à mon avis, parfois de cohérence dans ces mécanismes-là, puisque finalement, la technologie blockchain et qui ont investi dedans, il y a parfois une différence avec le reste des personnes qui achètent, entre guillemets, des actifs numériques, qui ne sont pas contents de payer des impôts, mais qui pour autant, dès le moindre problème, s'en réfèrent justement à l'État et aux organismes de régulation. Donc, on va peut-être voir aussi émerger une nouvelle vague de gens qui finalement pourront peut-être comprendre le sens aussi de la régulation liée à des crises comme on est en train de le voir. Merci beaucoup Céline. On a une très bonne question aussi. Est-ce que du coup, tous ces actifs immatériels, ils sont enregistrés quelque part, précisés, notamment dans les registres FICOBA? Comment on fait, comment les autorités publiques font en cas de saisie? Est-ce que voilà, vous avez des pistes par rapport à ça? Est-ce que finalement, la DRASC travaille travaille avec des acteurs régulés en cas de saisie, ça bien évidemment, mais on n'est pas sur des registres. Le registre, c'est la blockchain en fait. Donc, donc c'est pour ça que travailler avec des acteurs régulés permettent, entre guillemets, d'ouvrir, allez, on va parler comme ça, d'ouvrir les livres. Voilà, mais des transactions qui ont été effectuées. Voilà, mais les acteurs tels que la DRASC travaillent bien évidemment avec des PSAN notamment pour gérer le séquestre. Et puis on voit en matière de séquestre également que si vous regardez bien la liste des prestataires enregistrés, vous avez la Caisse des dépôts quand même. Enfin, le groupe Caisse des dépôts. Donc on voit bien les enjeux liés effectivement à la prise en main aussi par des autorités publiques, pseudo-publiques, en cas de problématique et de besoin de séquestre, parce qu'à un moment, pour récupérer les fonds, encore faut-il être en mesure de les séquestrer. Merci beaucoup. On a une autre question aussi, donc vraiment liée aux affaires. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle des contrats à caractère international dans lesquels on stipule un paiement en crypto-monnaie? Est-ce que vous, de votre côté, notamment en tant que professionnel, vous voyez une tendance à ce niveau-là ou pas? Nous, on avait partagé un certain nombre de chiffres, d'ailleurs, que Pierre Persson avait partagé en hémicycle il y a 1 an ou 2 ans dans le monde. Alors, je peux surtout répondre dans le monde des particuliers. On avait vu plus de 80 000 paiements par an réalisés par des particuliers à titre personnel, donc l'utilisation de cartes de crédit ou d'autres outils afin de payer. Après, dans les professionnels, je pense que c'est surtout marginal. Mais ça arrive, les acteurs et ceux qui sont dans le monde des crypto-monnaies le font au quotidien. Nous, on encaisse une partie de nos services en actifs numériques. Une tendance qui se développe petit à petit, mais effectivement, quand on voit la volatilité des valeurs des cryptos, on se pose des questions en termes de sécurité juridique. C'est quelque chose qui ressort aussi du chat. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sécurité juridique actuellement pour les investisseurs? Alors ça, je me permets de prendre la parole. C'est vrai que ça, c'est la question. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a pu dire Céline, notamment, c'est que en réalité, on est dans une situation un peu schizophrénique. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de régulation et de cryptoactifs, on évoque presque un oxymore. C'est-à-dire que, effectivement, l'ambition originelle, c'était l'absence, le code ISLO et non pas le code civil. Hein, c'est-à-dire, voilà, on est vraiment dans une perspective libertaire, sans régulation, bien sûr, et donc sans responsabilité, etc. Et on le voit bien, et Céline l'a tout à fait montré, en fait, il y a très souvent un réflexe en fait, une sorte de sursaut
En cas de difficulté, il faut trouver un coupable, il faut trouver un responsable, il faut trouver un garant, il faut trouver quelqu'un qui va répondre de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que l'idéal libertaire qu'on comprend tout à fait, qui caractérise encore certains acteurs de la blockchain, on peut tout à fait le comprendre, mais en fait, il ne vaut que lorsqu'on est finalement dans un entre-soi. En réalité, parce que finalement, et d'ailleurs le droit l'a bien compris, le droit ne s'applique pas dans un rapport de soi à soi, mais toujours dans un rapport avec autrui. Et finalement, lorsque les acteurs de la blockchain, et notamment des entrepreneurs de la blockchain, ont commencé à faire appel au public, et notamment à collecter des fonds, et donc à cristalliser une sorte d'attente, des attentes du public, en réalité, on est sorti un peu de cette sphère libertaire, d'une sorte de communauté. Hein. On a basculé, effectivement, tout le monde l'a dit aujourd'hui, dans une sorte de mondialisation. Une autre mondialisation financière qui s'appuie sur les cryptoactifs. Et en réalité, on est en fait un peu gêné aujourd'hui pour penser, donc pour parler de confiance, pour parler de sécurité, parce qu'on est un peu gêné finalement, parce qu'on a l'impression d'être schizophrénique. Et c'est une question d'ailleurs que je me pose quotidiennement lorsque je suis confronté dans ma pratique à propos alors d'une technique dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qu'on appelle les DAO. C'est-à-dire ces techniques de prise de décision de façon décentralisée. Nous avons aujourd'hui des acteurs économiques qui veulent mettre en place des DAO. Mais se pose la question, notamment dans une perspective économique, une entreprise veut par exemple, eh bien, je dirais, soumettre certaines décisions à sa communauté de consommateurs, à son public, entre guillemets, à sa communauté, et va faire appel à une DAO. Et la question se pose nécessairement de la structuration de la DAO, parce qu'en réalité, une DAO dans le pur esprit, dans le respect de la pureté de ses principes est nécessairement décentralisée. C'est une technique absolument décentralisée. On ne peut pas concevoir qu'une entité gère une DAO et soit à la tête d'une DAO. Donc on est toujours en fait en matière je trouve, de blockchain en réalité dans une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de régulation, mais en même temps on est en face de solutions qui ont été conçues pour fonctionner sans aucune régulation. Et on a des techniques qui, en principe, ne peuvent pas s'appuyer sur un organe centralisé et institutionnalisé et qui, pourtant, doivent nécessairement l'être. Et pour peut-être terminer mon intervention sur cette question de la sécurité, est-ce qu'on peut véritablement parler de sécurité? En réalité, moi, je pense qu'il faut que les juristes, et peut-être, alors là, pour le coup, chaque État se pose la question de savoir ce qu'il est souhaitable de concevoir en termes de sécurité ou en termes, au contraire, d'insécurité. On parle ce soir de défiance ou de confiance. Il est tout à fait concevable de maintenir les cryptoactifs, de maintenir le curseur du côté de la défiance. C'est-à-dire que poursuivre la confiance n'est absolument pas une obligation. On pourrait tout à fait considérer que les marchés qui permettent d'échanger des cryptoactifs sont caractérisés intrinsèquement, et le seront toujours, par une très forte insécurité. En droit, par exemple, on sait déjà, on l'a su jusqu'en 2011, jusqu'à ce que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence, mais pendant très longtemps, en droit de la responsabilité civile, le fait d'accepter les risques liés à telle ou telle activité pouvait exclure le droit à réparation de la victime d'un dommage. On était censé, dans une compétition sportive, par exemple, avoir accepté les risques de telle ou telle activité. Finalement, il est tout à fait possible en matière de cryptoactifs de retenir à peu près la même perspective, de dire finalement, vous intervenez dans une activité qui est risquée. Vous prenez place dans un marché qui est spéculatif, avec des opérateurs qui ne sont pas régulés, et donc il ne faudra pas ensuite rechercher une sécurité que l'on ne vous a jamais promise. Il ne faudra pas rechercher un responsable qui est impossible à trouver puisque nous sommes en présence d'acteurs décentralisés. La régulation ne peut pas être imputée à tel ou tel acteur institutionnalisé. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut en réalité. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut véritablement cette sécurité ou est-ce qu'on peut ne pas se maintenir dans un cadre de défiance? Moi, je peux tout à fait le concevoir, mais on ne pourra pas avoir les deux, ça c'est sûr. Pour essayer de sauver vraiment, via une dernière question, les cryptos, est-ce que à l'heure actuelle, il existe du soft law, des recommandations, des règles non impératives qui garantissent à minima une certaine sécurité, vraiment?
j'essaie avec une dernière question de me raccrocher au peu qu'il peut me rester. Moi, je vais déjà vous dire de passer uniquement par des acteurs qui sont régulés. C'est déjà peut-être la première des étapes à faire. C'est quelque chose d'assez simple, d'aller consulter la liste des prestataires enregistrés sur le site de l'autorité des marchés financiers. Ça me semble être à minima ce qu'il convient de faire. Et pour ajouter à ce que disait Tristan, je crois que j'ai envie de dire aussi qu'il y a cette notion aussi de se considérer, à un moment, c'est aussi une question de responsabilisation de tous, pas simplement des acteurs, mais aussi des personnes. La confiance passe aussi par la responsabilisation et c'est toujours l'enjeu du droit et de tout juriste et tout chercheur, jusqu'à où place-t-on le curseur. Et il y a cette différence à faire entre consommateurs et investisseurs. Et à mon avis aussi, c'est là où le problème se pose, c'est qu'en fonction des problématiques, en fonction de la manière aussi dont sont un peu vendus, si je peux me permettre, certains projets, certaines projets de tokenisation, et c'est l'enjeu des NFT, à un moment, est-ce qu'on est un consommateur ou un investisseur, qu'est-ce qu'on veut faire derrière, et ben la réglementation va être différente. Parce que si je me place comme un consommateur, je peux m'attendre à un corpus de texte véritablement protecteur, alors que si je suis dans un investissement, le profil de risque n'est pas tout à fait le même et on voit bien cette différence, on l'a fait tous hein, à titre personnel sans forcément être dans un cadre très juridique. Mais voilà, donc je pense que c'est un peu de responsabilisation aussi de la part des gens qui achètent, un positionnement assez clair et des plateformes qui sont, à mon sens, qui doivent être effectivement, on utilise des plateformes qui sont régulées. Voilà, en tout cas en France, on a la chance d'avoir déjà ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Merci beaucoup et donc en ce sens, on remercie également l'AMF, représentée aujourd'hui par Clément Sodo, qui effectivement permet à minima de rassurer un peu les Français, ne serait-ce que ça, dans la sphère crypto. Donc, si vous Oui, n'avez pas Pierre, d'autres... si je peux Oui, juste rebondir là-dessus, juste pour appuyer le point de Céline. Vous allez dire, je suis dans mon rôle, mais c'est vrai que, enfin, je pense qu'il faut pas donner une image. Évidemment, là, il y a des événements. Je pense que mais il y a des acteurs qui en France sont régulés. Donc, je pense que le conseil, enfin, en tout cas, le point de Céline me semble très bon. C'est-à-dire qu'il y a des États où il n'y a pas de réglementation. En France, on a une réglementation. Donc, c'est vrai que je serai investisseur crypto et l'AMF attire toujours l'attention. On est quand même si le cadre. Ça a coupé, je crois. Vous entendez bien, Clément Sodo? On ne vous entend plus, non. Vous m'entendez? Pardon, Là, c'est bon. j'ai eu un... ouais. Il est toujours plus sûr quand même de passer par des acteurs régulés. Et par ailleurs, appuyer l'autre point qui est en l'état, du parle de la nature des cryptoactifs et des actifs numériques. Quand on investit dans des actifs qui ont la nature en termes d'investissement, il faut être prêt à savoir que c'est un actif risqué et volatile. Donc ça, il y a aussi. Et sur ce dernier point, c'est sûr que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Tristan et Céline, c'est aussi la responsabilité des clients, des épargnants, d'aller regarder attentivement les offres, les acteurs, les cadres applicables, les documentations contractuelles applicables. C'est-à-dire que c'est sûr que ça fait porter à l'acteur la responsabilité d'aller analyser en détail les conditions générales, quels droits applicables, quels sont mes droits, comment est décrit l'offre. Donc c'est vrai qu'il y a un travail aussi. Toutes les offres ne se valent pas, toutes les offres n'offrent pas les mêmes protections. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas un cadre englobant, il faut aller vérifier, regarder en détail ce qui est proposé, regarder quel est le cadre, regarder le droit applicable. Et ça, c'est un travail aussi pour les clients et les investisseurs dans l'univers crypto. Merci beaucoup, Clément. Merci à tous les intervenants présents ce soir. Donc, il est temps de nous quitter. Nous sommes parfaitement dans les temps. Donc, vraiment un grand merci à Pierre Morisot, Céline Moal, Clément Sodo, Pierre Persson et Tristan Gérard Guémard pour leur présence, leur lumière, leur indication quant à l'application du droit positif aux phénomènes crypto et les nombreuses évolutions souhaitables et envisageables dans un avenir relativement proche. On se retrouve quant à nous pour la 4e et dernière conférence de notre cycle, le jeudi 15 décembre de 17h à 19h30, et nous aborderons donc pour cette dernière conférence le cas du métaverse,
un nouveau droit pour un nouveau monde, point d'interrogation. Seront présents Claire Després, doctorante du Centre de droit des affaires de Toulouse, Cécile Russell et Geoffrey Delcroix d'Ubisoft pour appréhender le cas des entreprises à l'heure du métaverse. Nous accueillerons également Amélie Favreau, maître de conférence à l'Université de Grenoble, qui exposera le cas de la propriété intellectuelle face au métaverse. Et enfin, Gabriel Estève, conseiller en propriété industrielle et délégué à la protection des données, abordera le RGPD dans les univers virtuels. Ces interventions seront suivies également d'une table ronde qui sera présidée par Mathieu Den, avocat et président de l'Institut Stanislas de Boufflers. Au plaisir de vous retrouver donc pour cette 4e et dernière conférence le jeudi 15 décembre. Et encore un grand merci à tous les intervenants présents ce soir et également au public nombreux et relativement motivés puisque présents un vendredi soir pour aborder en profondeur des questions de fiscalité. Voilà, un grand merci à vous et félicitations aussi. À très bientôt. Et on reste disponible, évidemment, via le mail epitool.pro@gmail.com ou sur la page LinkedIn de IP Alumni Toulouse. À très bientôt. Bonne soirée à tous et par avance.